L'affaire d'aujourd'hui parle d'un meurtre commis au sein d'une communauté aisée et tranquille et qui fera beaucoup parler car celle-ci impliquera le nom bien connu des Kennedy. Entre rumeurs, faux témoignages et suspicions, où est la vérité? A-t-on suspecté la bonne personne ou la vérité est-elle ailleurs? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Martha Moxley est née le 30 août 1960 et grandit à Piedmont en Californie jusqu'en 1974 lorsqu'avec ses parents et son frère John, il déménage au Connecticut. Dans cet état, il s'installe à Greenwich et plus précisément dans le quartier de Belle Haven. Ce quartier est constitué de familles assez aisées, de belles maisons, de certaines familles influentes et il est considéré comme sécuritaire. Martha a toujours su attiser la sympathie des personnes l'entourant où qu'elle aille. Avec sa personnalité exubérante, enjouée, elle n'a aucun mal à se faire de nouveaux amis. Au niveau scolaire, elle excelle également, ramenant fréquemment des à la maison et participant au club de basketball. En soi, c'est une jeune fille qui fait la fierté de ses parents. En 1975, cela fait maintenant 1 an que la famille s'adapte à leur nouvel environnement et les enfants s'épanouissent là-bas. Martha se fait de nouveaux amis et beaucoup la remarquent avec sa personnalité plus pétillante qu'il qualifie de californienne. Elle a maintenant 15 ans et elle se prépare à sortir rejoindre ses amis le soir du 30 octobre 1975. Alors ce n'est pas encore la soirée d'Halloween, mais la communauté a une tradition connue sous la nuit des malices. Elle consiste à voir des enfants faire des farces comme sonner aux portes des habitants et jeter du papier toilette sur les maisons. Des blagues qui se veulent tout de même innocentes. Martha et John sortent à la tombée de la nuit et ils se séparent pour rejoindre leurs amis respectifs. Leur mère, Dorothy, attend leur retour à la maison lorsqu'elle est intriguée par des bruits autour de 21h30, 22h. Elle entend plusieurs voix s'élever, des voix qui semblent être celles d'adolescents. Mais lorsqu'elle observe par la fenêtre, elle ne voit rien et donc elle retourne devant la télévision pour patienter. Arrivé 23h, John, qui est l'aîné, rentre au domicile mais Martha, elle, est toujours dehors. Comme je l'ai dit précédemment, Greenwich est vraiment vu comme un espace sécuritaire. Alors, la mère de famille essaie de ne pas s'inquiéter et elle continue de l'attendre. Mais les heures s'écoulent et Martha ne rentre pas. Vers 1h du matin, Dorothy ne peut plus contenir son inquiétude et elle commence à appeler les amis de sa fille afin de savoir si quelqu'un sait où elle se trouve. Malheureusement, personne n'est capable de lui donner sa localisation et ce jusqu'au petit matin où finalement une amie de Martha l'informe qu'elle a vu en compagnie de Thomas Skakel pendant la soirée. La famille Skakel vit également dans cette paisible communauté à environ 200 mètres de chez les Moxley et a une certaine notoriété dans la région, principalement à cause de leur oncle qui n'est nul autre que Robert Kennedy, le frère de John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis. C'est donc une famille assez fortunée dans laquelle vivent 7 enfants issus du mariage de Rushton et Anne Skakel. Parmi les enfants se trouvent 2 garçons avec lesquels Martha a tissé des liens d'amitié, Michael, 15 ans, et Thomas, 17 ans. Mais derrière ce portrait de famille souriant que l'on peut voir sur les photos, l'ambiance à la maison est tout autre, et ce depuis les 2 dernières années. Tout a changé en 1973 lorsque Anne, la mère, est décédée des suites d'un cancer au cerveau. Rushton a eu du mal à gérer le deuil et à devenir le seul parent pour tous ses enfants. Il passe la plupart de son temps loin de son foyer, partant régulièrement en voyage ou chasser, et laissant ainsi les enfants livrés à eux-mêmes, parfois sans aucune surveillance. Apprenant que sa fille a été aperçue avec Thomas, Dorothy se rend chez lui pour lui demander s'il sait où se trouve sa fille. Mais ce n'est pas lui qui lui ouvre la porte, c'est son frère Michael qui a l'air un peu perdu, comme quelqu'un se remettant d'une soirée arrosée. Elle lui explique la situation et l'adolescent lui répond qu'il ne sait pas du tout où se trouve la jeune fille. La conversation s'arrête là et Dorothy continue ses recherches avec l'aide d'autres voisins qui ratissent le quartier à ses côtés. Aux alentours de midi, Sheila, une amie de Martha, fait une découverte qui la marquera à jamais. Elle explore la propriété de la famille Moxley lorsqu'elle découvre le corps sans vie de son amie allongé sous un arbre. Sa mère est prévenue et l'espoir de retrouver vivante la jeune Martha se termine et la plonge dans une douleur inimaginable. Les policiers se rendent sur place et commencent à examiner la scène de crime car
Oui, dès les premiers instants, il n'y a pas de doute sur la nature des faits. La jeune fille est couverte de sang, tout comme ses vêtements, et ceux-ci ont été abaissés, pouvant laisser suggérer une agression sexuelle. L'autopsie niera ces suppositions car aucune trace de violence sexuelle n'a été déterminée sur le corps. Mais le meurtre a été d'une grande violence. Martha a reçu plusieurs coups au niveau de la tête et a également été poignardée à plusieurs reprises. L'arme du crime est identifiée comme étant un club de golf retrouvé non loin du corps et ayant été cassé en plusieurs parties avec le manche manquant. Grâce à des témoignages de voisins qui ont entendu des bruits qui sortaient de l'ordinaire et de l'observation de la scène, les autorités sont en mesure de donner une estimation du temps de la mort et également de faire une reconstitution des faits. Ceux-ci pensent que le crime s'est produit entre 21h30 et 22h et qu'il a débuté dans l'allée des Moxley où se trouve du sang. Le tueur l'a attaqué à cet endroit mais a déplacé le corps jusque dessous l'arbre comme l'indiquent les traces de sang tout au long de l'herbe. Et même si les habitants ne peuvent se résoudre à penser que quelqu'un de leur communauté ait pu faire une telle chose, pour les policiers, c'est justement leur première hypothèse à cause des circonstances du meurtre. L'acte a été fait avec beaucoup de violence, montrant possiblement que le tueur était énervé contre l'adolescente et qu'il devait la connaître personnellement. Les inspecteurs interrogent les proches de Martha, ses amis, et en apprennent plus sur cette soirée. Ils leur expliquent qu'ils se sont rendus avec la jeune fille chez la famille Skakel, leur père étant absent. Ils y sont tous allés vers 21h, Michael était présent et tous les jeunes se sont installés dans la voiture du père garée dans l'allée afin d'écouter de la musique et de discuter. Thomas les a finalement rejoints aussi et vers 21h30, deux autres garçons de la famille Skakel ont annoncé qu'ils avaient besoin de prendre la voiture pour aller rendre visite à un de leurs cousins. À ce moment-là, c'est un peu confus concernant qui montait dans la voiture pour aller voir le cousin, mais ce que l'on sait, d'après les témoignages des amis de Martha, c'est qu'après ça, elle était toujours avec Thomas sur sa propriété et la situation est devenue étrange. Le jeune homme flirtait avec elle et cela les a mis mal à l'aise, alors ils ont décidé de les laisser seuls et de rentrer. Donc, la dernière fois que Martha a été vue en vie est donc en compagnie de Thomas à 21h30. Les policiers vont lui parler pour l'interroger. Et donc le jeune homme confirme avoir été avec Martha pendant la soirée, mais il déclare qu'il l'a vue pour la dernière fois vers 21h30 lorsqu'ils se sont dit au revoir devant chez lui. Lui est rentré dans son domicile et il est parti travailler dans sa chambre pour un exposé sur Abraham Lincoln. Ensuite, vers 22h, il est descendu regarder la télévision en compagnie du nouveau tuteur de la famille, Kenneth Littleton, qui venait de commencer à travailler pour eux cette même journée. Vient au tour de Michael de témoigner et lui déclare qu'il est parti avec ses frères en voiture pour aller voir un film chez son cousin et qu'il n'est pas revenu avant 23h. Les policiers sur place en profitent pour fouiller la maison et ils font une découverte très importante. Sur la propriété, il y a des clubs de golf qui sont de la même marque que celui ayant servi pour le crime. Cela les place comme suspects, mais les deux garçons ont tout de même donné des alibis. La police continue d'interroger les proches de Martha et ils parviennent à en apprendre un peu plus sur sa relation avec les deux garçons. Ils apprennent que Thomas avait le béguin pour elle, mais qu'elle n'était pas intéressée par une relation avec lui. Et il s'avère également que Michael a des problèmes de comportement souvent dus à une trop grosse consommation d'alcool qui a commencé à ses 13 ans suite au décès de sa mère. La famille Skakel vit un peu dans le chaos depuis que Rushton est seul, ne s'occupant pas de ses enfants autant qu'il le devrait. Les autorités décident finalement de soumettre Thomas au détecteur de mensonges. Alors, la première tentative n'est pas concluante, mais il réussit la deuxième fois. Malgré ça, il y a des choses étranges dans son récit, comme cette histoire d'exposé, car il s'avère qu'aucun de ses professeurs ne lui a donné cette tâche. Les policiers interrogent également le tuteur Kenneth afin de s'assurer de la véracité de son alibi. Celui-ci est en mesure de confirmer que Thomas était avec lui vers 22h, 22h15 et qu'il n'a rien trouvé d'étrange dans son comportement, il semblait tout à fait normal. C'est vrai qu'il y a tout de même un temps qu'on ne peut pas vérifier, ce qu'il a fait entre 21h30 et 22h. Mais en entendant le témoignage du tuteur concernant le comportement normal de Thomas, les policiers doutent qu'il ait pu commettre le meurtre avec cet espace de temps et être totalement normal juste après ça. Sans réelle preuve le reliant au crime et avec l'arrêt de la collaboration de la famille Skakel suite au conseil de leur avocat, les policiers ne procèdent à aucune arrestation. Un événement étrange se produit tout de même les mois qui suivent. Kenneth est renvoyé de ses fonctions et celui-ci tombe dans la drogue et l'alcool.
Les enquêteurs se questionnent sur ces événements et ils se demandent si cela ne serait pas dû à une trop grande culpabilité, la culpabilité d'avoir assassiné Martha. Mais en y réfléchissant, ça n'a pas beaucoup de sens. Ils ne la connaissaient pas et ils n'avaient aucune raison de le faire. Sans nouvelles pistes et sans nouveaux éléments, l'affaire Martha Mosley devient un cold case. Cela dure jusqu'en 1991 lorsque des rumeurs circulent concernant William Smith Kennedy, un homme de cette famille arrêté pour viol et finalement acquitté. Plusieurs habitants déclarent qu'il était présent lors de la nuit du crime. Il était au domicile des Skaker. Et la rumeur amplifie tellement que cela pousse la police à rouvrir l'affaire, à mettre en place une ligne téléphonique pour toute information suivie d'une récompense. Du côté des Skaker, Rushton le père veut blanchir le nom de sa famille et prouver qu'aucun membre n'est responsable. Pour ce faire, il engage une équipe de détectives privés. Mais cette décision va se retourner contre sa famille. Car dans le rapport d'enquête fait par les détectives, ses deux fils avouent avoir fait de fausses déclarations. La version qu'ils donnent à présent n'est pas la même qu'ils avaient faite aux policiers des années plus tôt. Mais ce rapport est privé, il est secret, enfin, il devait l'être, mais quelqu'un en a décidé autrement. En 1995, une source informe la presse et leur envoie une copie de ce rapport, qui est diffusé dans les médias, et son contenu est accablant. Dans ce rapport, Thomas avoue ne pas avoir quitté Martha à 21h30, mais qu'ils sont restés plus longtemps ensemble et qu'il y a eu des préliminaires entre eux. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était à 22h. Michael, lui, admet ne pas être rentré chez lui à 23h. En fait, il avait beaucoup bu, et lorsqu'il est rentré avec ses frères, il n'est pas entré dans la maison car il se sentait excité sexuellement. À la place, il s'est dirigé vers le domicile des Mosley, a grimpé à un arbre proche de la fenêtre de Martha et s'est masturbé. Cela s'est passé entre 23h30 et minuit 30. Ce rapport est finalement transmis aux autorités en 1998 et dès lors, un grand jury examine le cas afin d'estimer si les preuves sont suffisantes pour lancer une arrestation. Plusieurs personnes sont aussi interrogées et de nouveaux témoignages vont accabler Michael. Celui-ci avait conduit en état d'ivresse alors qu'il avait environ 17 ans et son père avait pris la décision de l'envoyer dans une école de redressement pour adolescents avec un comportement difficile, l'école Ellen. Des élèves ayant été dans cette école avec Michael viennent témoigner et déclarent que celui-ci a avoué le crime. Un autre témoin, Gregory Coleman, affirme les faits et ajoute que le jeune homme lui a dit « Je vais m'en tirer en toute impunité, je suis un Kennedy ». Il lui aurait expliqué les faits et les raisons de l'attaque sur Martha qui étaient dues au fait qu'elle ait rejeté ses avances. Michael Skaker est finalement arrêté pour meurtre en 2000 et son procès commence le 7 mai 2002 après avoir été décidé qu'il serait jugé en tant qu'adulte, malgré le fait qu'il avait 15 ans au moment du crime. Alors, au niveau du procès, l'accusation n'a aucune preuve physique contre lui, mais elle utilise d'autres moyens. Elle invoque les déclarations des anciens camarades de l'accusé et également celles faites à Gregory Coleman, celui-ci ayant perdu la vie suite à une overdose l'année précédente. Durant le procès, il y a aussi des enregistrements audio qui sont diffusés. Ces enregistrements ont été faits lorsque Michael écrivait un livre autobiographique. Et la phrase qui a été diffusée est très accablante. On entend Michael dire qu'il a eu peur lorsque Dorothy est venue chez lui pour lui demander où se trouvait Martha et qu'il s'était dit « Oh mon Dieu, est-ce qu'ils m'ont vu la nuit dernière ?» Il n'y a que ce passage qui est diffusé, mais si le reste de l'enregistrement avait été diffusé, le jury aurait pu comprendre que Michael avait eu peur que la mère l'ait vu se toucher dans l'arbre. Il ne parle pas de meurtre. Pourtant, avec seulement cette partie sélectionnée, sortie de son contexte, cela résonne comme un aveu dans le tribunal. Et le portrait dépeint par l'accusation enfonce sa défense. Il est décrit comme ayant été un adolescent jaloux, furieux d'avoir été rejeté par Martha, sous l'emprise de la drogue et surtout ayant accès à l'arme du crime. Et le dernier coup porté à sa défense se fait sur la véracité de son alibi. L'accusation fait appel à un témoin, une proche de la famille, qui déclare ne pas se souvenir d'avoir vu l'accusé chez son cousin la nuit du crime. Le 7 juin 2002, le jury rend son verdict. Michael Skaker est déclaré coupable du meurtre de Martha et il est condamné à une peine allant de 20 ans à la prison à perpétuité. Quelques mois après sa condamnation, un de ses cousins, Robert Kennedy Jr., accuse ouvertement le procureur d'avoir détourné les propos de Michael, sur l'enregistrement, dans le seul but de le rendre coupable, de faire croire au jury qu'il confessait le meurtre. Et plusieurs mois après cette intervention, Robert reçoit une grosse information. Un ancien camarade de Michael, Tony Bryant, déclare savoir qui est réellement responsable de la mort de la jeune Martha.
L'équipe d'avocats des Kennedy ne perd pas de temps et part rendre visite à cet homme afin de l'interroger et de filmer ses déclarations. Dans son récit, Tony explique que cette nuit-là, il se trouvait avec deux autres amis originaires de New York, Adolph Hasbrouck et Burton Tinsley. Le 30 octobre, ils se sont tous rendus à Bellhaven et Adolph et Burton parlaient de faire du mal à quelqu'un avec un club de golf volé. Tony ne voulait pas être mêlé à tout ça et il les a finalement laissés sur place et lui est rentré à son domicile. Mais le lendemain, lorsqu'il a entendu parler de la mort de Martha, il a pensé immédiatement à ses amis. D'autant plus que l'un d'entre eux avait aperçu la jeune fille auparavant et avait développé une petite obsession pour elle. Avec cette déclaration filmée en main, les avocats font une demande d'appel concernant le jugement de Michael. Malheureusement pour eux, Tony n'accepte pas de venir témoigner devant le juge et avec seulement la vidéo, le juge décide de refuser la demande d'appel. Il considère que ce n'est pas un élément suffisant, que personne n'a parlé de ces garçons avant et plusieurs personnes s'indignent en accusant les Kennedy de vouloir faire porter le chapeau à des adolescents noirs et de se servir d'eux comme bouc émissaire. 3 autres demandes suivront, toutes rejetées. Et cette situation dure jusqu'en 2013 où finalement la demande d'appel est acceptée. Alors les raisons qui font que cette fois on accepte, c'est déjà la nouvelle défense de Michael. Son nouvel avocat accuse l'ancien de ne pas l'avoir défendu correctement. Il invoque le fait qu'il n'a pas fait appel à tous les témoins nécessaires, dont un attestant de sa présence chez le cousin, et qu'il n'a pas assez orienté le doute en reportant l'attention sur un autre suspect, Thomas. Celui-ci est pourtant la dernière personne connue à avoir été en contact avec Martha. Lui aussi a changé sa version des faits, se plaçant avec elle au moment de l'estimation de sa mort. L'avocat n'a pas non plus parlé du comportement violent et colérique du frère de Michael. Des éléments utiles pour créer un doute raisonnable chez le jury. Après 6 mois de procédure, une décision est prise. Le juge annule la condamnation de Michael et celui-ci est alors libre. Mais les procureurs ne l'entendent pas de cette oreille et ils décident de se battre pour rétablir sa condamnation. Jusqu'en 2016, ils insistent, ils tentent de prouver que la première défense de l'accusé avait été menée de façon correcte et suffisante. Ils gagnent cette bataille et Michael est à nouveau placé en détention. Et à nouveau, retournement de situation. Les avocats de Michael demandent une fois encore que sa peine soit annulée. Avec un nouveau juge entré dans l'affaire, Michael est libéré et surtout en 2020, il est annoncé que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour une condamnation. De ce fait, l'État du Connecticut prend la décision de ne plus juger Michael concernant cette affaire. Il est donc libre et il ne sera plus inquiété pour ce crime. Ses proches sont soulagés, mais une famille souffre de cette décision. Dorothy reste persuadée qu'il est le meurtrier de sa fille et qu'une erreur judiciaire a été commise. Que la justice pour Martha n'a pas été faite. C'est tout en ce qui concerne l'enquête en elle-même. Et c'est vrai que cette affaire diffère des cold cases résolus sur ma chaîne puisqu'il l'a été et ne l'a plus été. Cela me fait penser à l'affaire Kent Lepink dont j'ai déjà traité sur ma chaîne il y a quelques mois. Pour être honnête, j'avais vaguement entendu parler de cette affaire et j'avais entendu des hypothèses d'autres personnes. Et de ce fait, je pensais qu'à la fin de mes recherches, ma vision serait que Michael a été privilégié par son statut, que l'argent surpasse la justice et que c'est une terrible erreur judiciaire. Et pourtant, après avoir lu plusieurs articles, vu des documentaires, des analyses, je ne suis pas persuadée de ça. Je m'explique. Lorsque l'on regarde les éléments de preuve contre Michael, il n'y en a que très peu finalement. Ce sont des éléments circonstanciels, aucune preuve physique. Et si on regarde ces éléments, plusieurs semblent étranges à mon avis. Pour commencer, il y a les déclarations des élèves de l'école Ellen, affirmant que Michael a avoué le crime. Mais en vrai, ce n'est pas exactement comment les choses se sont passées. Certains d'entre vous connaissent peut-être la réputation de cette école et ce qu'ont vécu certains élèves là-bas. Il y est dit que dans cette école, les élèves vivent des souffrances physiques et psychologiques. Par exemple, les élèves racontent qu'ils sont privés de sommeil, qu'ils doivent s'affronter physiquement entre eux, qu'ils reçoivent des insultes et des cris perpétuels de la part d'autres étudiants. S'ils font quelque chose de mal, ils risquent l'isolement. S'ils sourient sans autorisation, on les envoie récurer les toilettes avec une brosse à dents. Il y a ce qu'ils appellent les réunions générales et qui consistent à mettre un élève debout et à laisser ses camarades se mettre en face de lui, tour à tour, et de lui crier dessus et de l'insulter. Ça peut durer de 45 minutes à 2 heures. Et il y a aussi ce qui est appelé le ring, qui consiste à placer un élève ayant commis une bêtise au centre de la pièce, encerclé par les camarades, dont certains qui le frappent avec des gants de boxe.
Alors, si je vous parle de ça, c'est justement parce que c'est ce qu'a vécu Michael avant d'avouer le crime. Il a expliqué qu'on l'avait forcé à porter une pancarte autour du cou pendant 6 semaines, sur laquelle il était écrit « Confrontez-moi à propos du meurtre de Martha Moxley ». S'ensuit une réunion générale durant laquelle plus de 100 élèves l'insultent et lui hurlent d'admettre les faits, puis vient un ring, durant lequel il continue de nier, puis finit par dire qu'il ne sait pas. Ses avocats expliquent qu'en subissant toutes ces violences, il est facile de faire avouer n'importe quoi à n'importe qui. Concernant cette école qui est fermée depuis 2011, je vous conseille la vidéo de Feldup consacrée à cet établissement qui est vraiment intéressante, même si elle peut être dure à écouter. Pour revenir au sujet des témoins, concernant la déclaration de Grégory, qui a été utilisée lors du procès, là aussi il faut être prudent. Il a été démontré que cet homme avait une grosse addiction à la drogue et il a confié à l'avocat de Michael être sous l'emprise de celle-ci lorsqu'il a témoigné devant le juge. Il y a beaucoup de contradictions dans cette affaire, entre des personnes affirmant qu'il a avoué à l'école et d'autres qui nient cette information. Entre une personne affirmant que Michael n'était pas chez son cousin et une autre, sans inclure ses frères, qui affirme que c'était le cas. Où est la vérité ? Et ce qui me surprend, c'est que lors de la diffusion du rapport, il n'était pas accablant que pour Michael, mais aussi pour son frère. Car il faut se souvenir que celui-ci a finalement admis avoir été avec Martha entre 21h30 et 22h et qu'il a ajouté en plus qu'il y avait eu des préliminaires entre eux. Autre chose, c'est le journal de Martha qui fait référence aux deux frères. Voici un passage concernant Michael et Thomas. 19 septembre 1975. Michael était tellement hors de lui qu'il était un vrai abruti dans ses actions et ses paroles. Il n'arrêtait pas de me dire que je faisais marcher Tom alors que je ne l'aime pas, sauf en tant qu'ami. Michael saute aux conclusions. Je ne peux pas être amie avec Tom juste parce que je lui parle, ça ne veut pas dire que je l'aime. Il faut vraiment que j'arrête d'aller là-bas. Le garçon n'a pas un comportement correct avec elle, mais dans le reste de ses écrits, celui qui est insistant et qui la met mal à l'aise semble être Thomas. 12 septembre. J'ai conduit un peu à ce moment-là et j'étais pratiquement assise sur les genoux de Tom, parce que je ne faisais que diriger le volant. Il n'arrêtait pas de poser sa main sur mon genou. J'ai conduit encore un peu et Margie et moi n'arrêtons pas de crier le toit ouvrant. Puis j'ai repris la route et Tom a mis son bras autour de moi. Il n'arrêtait pas de faire des trucs comme ça. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais avec ces déclarations, les écrits de Martha, les amis de la jeune femme expliquant que Thomas avait le béguin pour elle, mais que Martha le repoussait, j'ai le sentiment qu'il y a plus d'éléments qui jouent contre lui que contre son frère. Tout ceci est bien sûr mon avis personnel, mon ressenti après avoir fait mes recherches et je ne suis personne pour désigner un coupable ou réduire la culpabilité de quelqu'un. L'affaire a fait beaucoup de bruit et est certainement dû au fait que cela s'est passé dans une communauté aisée et que le nom des Kennedy a été mêlé à tout ça. C'est tout pour cette affaire, n'hésitez pas à partager votre ressenti et ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, vous pouvez aimer la vidéo et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.